Ce soir, dans E égale M6, mentaliste, magnétiseur, hypnotiseur contrôle-t-il vraiment notre corps et notre cerveau? L'hypnose peut faire peur ou faire sourire, mais elle reste toujours mystérieuse. Qu'est-ce que l'état d'hypnose? Comment les hypnotiseurs parviennent-ils à faire de nous ce qu'ils veulent? Savez-vous que certains dentistes utilisent l'hypnose à la place de l'anesthésie? À découvrir dans notre reportage. Soigner nos douleurs en imposant leurs mains sur notre corps, c'est la promesse des magnétiseurs. Mais perçoivent-ils vraiment des énergies que dégagerait notre corps? Des scientifiques se penchent sur la question. Nous nous rendrons aussi dans une clinique suisse où les médecins complètent leurs soins par des coups de fil à des magnétiseurs. Mais comment peuvent-ils soulager les patients à distance? Vous saurez tout. Les experts en communication non verbale, connus sous le nom de mentalistes, disent pouvoir interpréter le langage de notre corps. Mais nos gestes ont-ils vraiment une signification? Mac Lesguy a rencontré Olga Siesko, l'une des premières spécialistes françaises, et a soumis ses analyses à des scientifiques. Bonsoir. Mentalistes, magnétiseurs, coupeurs de feu, hypnotiseurs, ils ont tous un point commun. Ils disent savoir des choses sur notre corps qui leur permettent soit de découvrir nos secrets, soit de réparer celui-ci, soit d'en prendre le contrôle. Comment est-ce possible? Jusqu'où vont-ils? On en parle ce soir. Vous avez tous vu dans un théâtre ou à la télévision un hypnotiseur faire la planche à un sujet hypnotisé ou lui demander d'imiter un chien, d'avoir chaud ou froid, bref, lui faire tout et n'importe quoi. Mais jusqu'où peut aller ce pouvoir de l'hypnotiseur? Prend-il le contrôle à 100% de notre corps et de notre esprit? Reportage de Malo Delarue. L'hypnose peut faire peur ou sourire, mais elle reste toujours mystérieuse. Aujourd'hui, à côté des spectacles de music-hall, l'hypnose s'est imposée dans le monde médical pour soigner des maladies et même parfois se substituer à l'anesthésie. Mais qu'est-ce que l'hypnose? Comment les hypnotiseurs parviennent-ils à faire de nous ce qu'ils veulent? Et que ressent une personne hypnotisée? E égale M6 vous dévoile les multiples secrets de l'hypnose. Détente, sommeil. Voilà. Nous sommes dans le sud de Paris. S'il y a foule ce soir, c'est pour participer à une expérience pas comme les autres, un spectacle d'hypnose. Dormir, sommeil profond, complètement détendu. Sur scène, Julian fait le show. En quelques minutes, il hypnotise un par un les volontaires. J'ai l'impression qu'il y a un léger courant d'air. Il fait froid, de plus en plus froid. Vous tremblez, vous tremblez. Sous son contrôle, ils vont maintenant être plongés dans un froid glacial. Frottez-vous à votre voisin, frottez-vous à votre voisin. Voilà, prenez-le dans ses bras. Frottez-vous à votre voisin parce qu'il fait froid, de plus en plus froid. Rapprochez-vous de lui, rapprochez-vous de lui. Pour mieux comprendre ces incroyables réactions, nous avons demandé aux cobayes de Julian ce qu'ils avaient ressenti sous hypnose. J'étais pas déconnecté, j'étais conscient, mais je pouvais pas lutter contre ce qui se passait en fait. On dirait qu'il est rentré dans notre tête pour nous expliquer, enfin pour nous dire de dire des choses, alors que nous, même si on peut pas, on les fait quand même. Mais qu'est-ce que l'état d'hypnose? Pour le savoir, nous avons rencontré le docteur Jean Béthiot, médecin généraliste qui utilise l'hypnose pour soigner ses patients. L'hypnose, on commence à savoir la définir maintenant. On sait que c'est une fonction naturelle du cerveau que tout le monde possède. Une fonction qui, à certains moments, n'est pas très active et que l'on peut activer dans un certain but particulier. Pour activer cette fonction naturelle, les hypnotiseurs utilisent la méthode dite de l'induction. Ils incitent leurs cobayes à fixer leur attention sur plusieurs éléments. Démonstration avec Julian. Vous allez vous concentrer sur un point qui se situe sur la paume de ma main. Ici, Julian sollicite la vue de la personne à hypnotiser. Vous allez vous concentrer sur ma voix et sur le son de ma voix. Avant de stimuler son ouïe. 1, 2, 3, dormir, sommeil profond. Activer plusieurs de nos 5 sens en même temps. Voilà le secret des hypnotiseurs. On parle alors d'hyperactivation des sens. Explication. Ces multifocalisations vont exciter, stimuler des zones particulières du cerveau et cette
multi-stimulation finalement de l'ensemble du cerveau va activer le processus. En clair, cette hyperactivation des sens va en quelque sorte saturer notre cerveau d'informations et enclencher le processus hypnotique. On devient alors beaucoup plus sensible aux suggestions. Retour sur scène. Vous allez voir qu'une fois hypnotisés, les cobayes sont prêts à accepter beaucoup de choses, même les plus fantasques. Julian fait passer cette ceinture pour un dangereux serpent. Plus étonnant encore, il parvient même à faire oublier à certains leur propre prénom. Et toi, tu t'appelles? Mais alors, une personne sous hypnose est-elle totalement à la merci de son hypnotiseur? Peut-il lui faire faire tout et n'importe quoi? Pour le savoir, le docteur Betio va soumettre ce volontaire à une expérience sous hypnose. Ça va? Très bien. Bien, Marc-André, allez, prends conscience de toutes les sonorités de l'environnement. Une fois hypnotisé, Marc-André voit une série de numéros défiler sous ses yeux. Il doit indiquer si chaque chiffre est supérieur ou inférieur à 5. Marc-André semble totalement absorbé par son travail. Et regardez, ses mains tremblent. Voilà, et là, ce que l'on voit au niveau des mains, ce tremblement que Marc-André n'a pas du tout à l'état de base, est un signe de processus hypnotique activé. Une fois l'exercice terminé, notre volontaire décide lui-même de revenir à son état normal. Rassurez-vous, tout va bien pour Marc-André, il n'a d'ailleurs quasiment fait aucune erreur lors du test. Nous savons que les sujets, lorsqu'ils travaillent en processus hypnotique, sont capables de prendre la bonne décision, car là, il ne s'est pas trompé. Donc, la conscience intelligente est là, la logique est là, et la prise de décision est là aussi. Toujours conscientes, les personnes hypnotisées ne sont donc pas à la merci de l'hypnotiseur. Et si Julian a réussi à faire passer une ceinture pour un serpent, c'est parce que la conscience de ses cobayes a accepté de jouer le jeu. Lorsque vous êtes hypnotisé, vous restez conscient. Et dans cet état, l'hypnose ne peut pas vous faire faire des choses qui sont opposées à votre morale, à vos valeurs, à votre éthique. Je n'aurais pas pu faire à Marc-André tout et n'importe quoi. Si ça se faisait, eh bien, je serais l'homme le plus puissant du monde. J'aurais à ma disposition un outil que j'utiliserais chez tout le monde pour obtenir tout et n'importe quoi. Et je n'ai pas encore réussi à le faire et je ne le ferai jamais, car ce n'est pas possible. Vous l'aurez compris, sous hypnose, on peut contrôler dans une certaine mesure nos faits et gestes. Et ce que montre aussi l'expérience du docteur Betio, c'est que placé sous hypnose, notre cerveau est même plus performant. Regardez ces images IRM du cerveau d'un patient hypnotisé. Les taches rouges correspondent aux zones cérébrales activées. Mais comment l'explique-t-on? C'est un état mental qui est ni le sommeil, ni l'éveil. On le placerait peut-être plutôt du côté d'une sorte d'hyper-éveil. La personne qui vit ce processus va l'utiliser dans le sens de son désir. Si c'est un patient qui a une douleur et qu'il désire diminuer sa douleur, il va utiliser cette symphonie qu'il est en train de créer pour entraîner une diminution de la douleur qu'on appelle une analgésie. On peut même obtenir une disparition de la douleur qu'on appelle une anesthésie. Pour le vérifier, prenons maintenant la direction de Basse-Goulaine, près de Nantes. Le docteur Brémond est chirurgien dentiste. Depuis 3 ans, il réalise certaines de ses opérations sous hypnose. Vous n'allez pas avoir de douleur. Ouais. Vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de risque d'hypotension ou quoi que ce soit. La respiration est calme, de plus en plus calme. Aujourd'hui, Jean-Pierre va subir une extraction dentaire avant de se faire poser un implant. Voilà, et vous êtes très engourdi, très engourdi. L'opération se déroule sous hypnose. Là encore, le cerveau du patient accepte l'idée qu'il ne ressentira pas la douleur. Elle est donc masquée et ça marche. Tout va bien, tout est super. Bah, bonne expérience quand même. Oui. Hein? Vous l'aurez compris, l'hypnose ne fonctionne que sur des patients volontaires. Si vous êtes sceptique, votre cerveau aura du mal à accepter le processus hypnotique et vous résisterez à l'hypnose. Cette pratique n'est donc pas applicable à tous les patients. Bon, et merci. Je vous en prie, au revoir, bonne fin de journée, bon retour. Bravo. Ils atténuent les effets des brûlures, soignent les insomnies et les mal de dos sans médicaments et sans parfois même toucher notre corps. Et vous êtes des dizaines de milliers à y recourir. Les magnétiseurs, les coupeurs de feu, entrent-ils vraiment en communication avec notre corps? Comment parviennent-ils à nous soigner? Utilisent-ils vraiment des champs magnétiques? La science va-t-elle pouvoir tout expliquer? Reportage de François Traca.
Les magnétiseurs seraient une dizaine de milliers en France et nous serions des millions à faire appel à eux. Mais ont-ils un réel pouvoir sur notre corps? Que soignent-ils vraiment? Pourquoi certains hôpitaux sollicitent-ils leur aide? E=M6 a mené l'enquête. Monsieur Matsima est magnétiseur. Par une simple apposition des mains au-dessus du corps, il dit pouvoir soulager les douleurs en régulant une énergie qui se dégagerait de chacun de nous. Première étape, Monsieur Matsima débute la séance en sondant le corps de Cindy, qui consulte pour des maux de ventre. Et là, j'ai fait un premier passage au-dessus des chakras pour voir si y en a un qui serait plus défaillant que les autres, si on peut dire comme ça. Ouais. Les chakras, selon le yoga tantrique, sont des centres d'énergie alignés de la tête au bassin. Chacun de nous en posséderait 7. Ils serviraient d'indicateur à notre magnétiseur pour détecter nos maladies. Ça commence à partir d'ici? Ouais, plus par là, jusqu'à peu près là. Une fois la douleur repérée, Monsieur Matsima affirme la traiter en démêlant le nœud d'énergie à l'origine de cette douleur. Écoutez les premières réactions de sa cliente. Je ressens un peu comme une sorte de chaleur, un peu des gargouillis. Enfin, Monsieur Matsima dit emmagasiner toute la mauvaise énergie de Cindy avant de s'en débarrasser. Et la séance se termine par une diffusion de nouvelles énergies du magnétiseur à sa cliente. Mais que disent de tout cela les scientifiques? Existe-t-il vraiment des énergies circulant entre les êtres et que seuls les magnétiseurs peuvent percevoir? Pour le vérifier, nous avons fait appel à des scientifiques spécialisés dans l'étude des phénomènes dits paranormaux. Ils vont tenter une expérience. Notre magnétiseur est équipé d'un casque anti-bruit pour éviter tout indice sonore. Il va devoir détecter la présence ou non d'un volontaire à travers ce paravent opaque, en ne se servant que de ses mains. Objectif, savoir s'il peut réellement détecter cette fameuse énergie qui se dégagerait d'une personne. Résultat, sur 100 essais, Monsieur Matsima a eu raison 44 fois et s'est trompé 56 fois. Son résultat est matérialisé par ce point rouge. Donc on a ici la courbe jaune, c'est ce que donnerait le hasard. La courbe rouge, c'est ce que donnerait s'il était anormalement mauvais. Et si le point se plaçait en dessus de la courbe bleue, on considérerait qu'il y a réellement un talent qui s'exprime. Quelqu'un qui aurait tiré au hasard des résultats à pile ou face aurait obtenu un score similaire. Le résultat obtenu par notre magnétiseur est moins bon que s'il avait tiré au dé. Dans cette expérience, il n'a donc pas réussi à déceler les énergies supposées être émises par le corps de notre volontaire. On peut donc douter dans ces conditions qu'il puisse déceler celle de sa patiente. Et pourtant, Cindy a affirmé ressentir une chaleur se dégager des mains du magnétiseur. Comment l'expliquer ? Rendez-vous en Suisse avec le docteur Claire Guillemin qui s'intéresse à ce phénomène. Vous avez toutes sortes de récepteurs neurosensoriels au niveau des mains, entre la main du thérapeute ou la main de la personne et le patient qui est couché. Il y a un échange, au moins un échange de chaleur. Notre main possède un grand nombre de vaisseaux sanguins. En circulant, le sang produit donc plus de chaleur dans la main que dans le reste du corps. C'est la raison pour laquelle, en apposant les mains au-dessus de sa patiente, le magnétiseur lui transmet de la chaleur. Mais vous allez voir que ce n'est pas la seule explication. Au bord du lac Léman, nous nous rendons maintenant dans une clinique où médecine traditionnelle et magnétiseur travaillent main dans la main. Nous sommes au service des urgences. Cette femme, qui a déjà consulté un médecin, souffre d'un zona, un virus qui provoque des sensations de brûlure sur la peau. Sandrine, infirmière, va lui faire une curieuse proposition. Alors moi, comme vous avez déjà été vu par un médecin à première vue qui a diagnostiqué ça, ce que je peux faire, c'est vous donner une liste de gens avec lesquels on travaille parfois, et puis qui ont le secret. On appelle ça le secret. Ce qu'elle appelle le secret, c'est en fait la technique des magnétiseurs. J'ai un problème de zona à l'épaule et qui me fait très mal. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? Et vous ne rêvez pas, après quelques minutes de conversation, le magnétiseur soigne cette patiente par téléphone. Il lui demande d'appliquer le combiné à l'endroit précis de son zona. L'opération dure quelques secondes. Je vous rappellerai donc demain matin comme convenu. Difficile de penser qu'à distance, le magnétiseur puisse agir efficacement. Et pourtant, selon Sandrine, cette méthode fonctionne. Écoutez cette anecdote. Alors la patiente avait une brûlure sur tout l'interne de la cuisse. Elle s'était brûlée avec une bouilloire d'eau chaude. Donc elle avait vraiment tout l'intérieur de la cuisse complètement brûlé, avec des douleurs que vous pouvez imaginer. Et puis je l'ai revue le lendemain
Donc j'ai appelé, avec son accord, j'ai appelé quelqu'un. On a fait les pansements, je l'ai revue le lendemain. Elle m'a dit qu'en arrivant à la maison, chez elle, 1 heure après, elle n'avait plus de douleur. Au téléphone, pas de transmission de chaleur. Alors comment le magnétiseur peut-il faire du bien par un simple coup de fil? C'est ce que les scientifiques appellent l'effet placebo. Explication. Par téléphone, il va déjà parler. Il m'a déjà dit, vous verrez madame, dans 20 minutes, tout ça aura disparu. Donc là, on va vraiment agir probablement par l'effet placebo qui induit au niveau du cerveau de l'autre un certain nombre d'informations et produire un certain nombre de neurotransmetteurs, des endorphines ou autres, qui vont interagir avec la blessure, avec la brûlure ou autre. En clair, lorsque le magnétiseur prononce des paroles rassurantes ou appose ses mains sur le corps, notre cerveau associe ses actions à du bien-être. Il stimule alors la sécrétion d'endorphines, des neurotransmetteurs aux vertus apaisantes. Elles circulent dans notre organisme et se fixent sur des récepteurs présents dans différents endroits du corps comme la peau, le cœur ou encore l'estomac. Sous l'effet des endorphines, la sensation de douleur diminue. L'effet placebo se met donc en marche lorsque notre cerveau se persuade du bienfait d'une action, comme celle du magnétiseur par exemple. C'est ainsi que la science explique l'effet des magnétiseurs sur leurs patients. Par leurs simples gestes et leurs paroles, ils apaisent et apportent du bien-être aux personnes qu'ils traitent. C'est le cas de Brigitte. Est-ce que vous sentez l'énergie circuler, Aude? Je sens déjà une grande chaleur au niveau de vos mains. Au point que ces personnes finissent par ressentir un bien-être psychologique et même physique, à l'image d'Aude. Je suis toute détendue en fait. Au début, je me sentais un peu lourde en sortant de la séance et maintenant, je me sens vraiment légère et j'ai l'impression d'être totalement détendue, reposée. Je me sens bien en fait. Même si ce bien-être provient d'un effet placebo, il n'en est pas moins réel. Mais attention, beaucoup de maladies ne se soignent pas uniquement par l'effet placebo. Voilà pourquoi, si les troubles persistent, il est impératif d'aller voir un vrai médecin. E=M6, peut-on prendre le contrôle de notre corps? Continue dans quelques instants, restez avec nous, à tout de suite. Les experts en communication non verbale, connus sous le nom de mentalistes, disent pouvoir interpréter le langage de notre corps. Mais nos gestes ont-ils vraiment une signification? Mac Lesguy a rencontré Olga Siesko, l'une des premières spécialistes françaises, et a soumis ses analyses à des scientifiques. E=M6, peut-on prendre le contrôle de notre corps? Deuxième partie. Vous les voyez dans les séries télé, les mentalistes affirment lire dans nos gestes et nos attitudes des pensées que nous n'exprimons pas ouvertement, comme le mensonge, le mépris ou la méfiance. Mais notre corps exprime-t-il vraiment toujours ce que nous souhaitons cacher? Ces spécialistes peuvent-ils vraiment lire en nous comme dans un livre ouvert? Ce sont les questions que j'ai posées à l'un d'entre eux et j'ai soumis ces réponses à des scientifiques. Reportage de Jessie Picard. La communication ne passe pas uniquement par la parole. Notre corps s'exprime aussi au travers de nos mains, de nos jambes, des expressions et des micro-expressions de notre visage. Ces signes, des experts de la communication non verbale, mieux connus sous le nom de mentalistes, affirment pouvoir les décoder. Mais nos gestes ont-ils vraiment un sens caché? Peut-on les décrypter avec certitude? Cette discipline est-elle une science exacte? Pour le savoir, Mac Lesguy a confronté l'avis d'une de ses expertes d'un nouveau genre à celui de scientifique. Mac a d'abord rendez-vous avec Olga Siesko, l'une des premières femmes à exercer ce métier en France. Olga, bonjour. Bonjour. Nous lui avons montré 3 scènes de la vie quotidienne et lui avons demandé de les analyser. Est-ce que vous avez repéré des gestes, des attitudes qui vous permettent d'en savoir plus sur les participants à cette réunion de rédaction? Bah écoutez, oui, je vais vous montrer. Nous avons d'abord filmé la réunion de rédaction hebdomadaire de l'équipe de E=M6. Olga s'arrête immédiatement sur le croisement de jambes de Nourdine, l'un de nos collaborateurs. Le croisement de jambes de cette personne est tourné vers vous. Alors ça, c'est très intéressant, les croisements de jambes. On a remarqué que le sens du croisement, au moment où il se fait et quand on regarde l'environnement, pouvait avoir une signification d'accord et de désaccord. Deuxième exemple sur un geste a priori anodin, le grattement du nez. Là, vous avez une collaboratrice qui fait ce petit geste sur le nez, qui est un geste de rejet. À ce moment, notre journaliste manifesterait donc un désaccord. Deuxième vidéo, nous avons accompagné un agent immobilier dans la visite d'un appartement. Cette fois, ce sont les mains de l'agent qu'Olga remarque.
On voit cet agent immobilier qui s'exprime la plupart du temps avec la main droite, plus qu'avec la main gauche. Voilà, et plus qu'avec les deux mains. C'est-à-dire qu'il est souvent avec, on peut dire, une main droite mobile. Ça, c'est typique lorsque on est dans le discours et dans le contrôle de ce qu'on dit. Dernière image, nous avons assisté à un speed dating organisé par ce coach en séduction. Cette jeune fille doit le séduire. Et regardez, elle se gratte le cou, un geste très significatif pour notre spécialiste. On voit une micro-démangeaison au niveau du cou qui nous montre qu'il y a un décalage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent. C'est sympa de se rencontrer en tout cas, ça faisait un moment que... Mais peut-on interpréter de manière aussi affirmative tous les gestes que nous produisons? Maclesguy continue son investigation. Il a maintenant rendez-vous avec Pascal Lardelier, professeur en sciences de la communication. Je pense très sincèrement que dans la plupart des cas, on est vraiment dans le registre des hypothèses. Étant entendu qu'un geste, il dépend toujours du contexte et il dépend toujours de la culture des individus finalement. Un avis partagé par Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Pour lui, nos gestes sont avant tout une question d'éducation. Notre gestuelle vient aussi des apprentissages, et en particulier de nos parents. C'est-à-dire que si on a, par exemple, des parents très rigides qui, avec leur enfant, ont très peu de gestuelle, eh bien l'enfant va les imiter et avoir très peu de gestuelle. Et donc la gestuelle va être très précise. À l'inverse, il y a des familles méditerranéennes, par exemple, où tous les gestes sont très amplifiés, et du coup, l'enfant va aussi, par imitation, adopter une gestuelle pareille. Alors, moi, par exemple, je vois quand je m'apprête à raconter une bêtise à mes enfants, j'ai sûrement mon œil qui s'allume. Maintenant, mes enfants qui me connaissent bien me disent tout de suite « Papa, arrête, tu vas nous raconter une bêtise », avant même que j'ai commencé à le faire. Donc, ils parviennent très bien à décoder mes micro-gestes, ce qui veut dire que pour une personne qui me connaît, ces micro-gestes ont une vraie signification. Alors, ce que je peux affirmer, c'est que ces micro-gestes ne sont pas communs à tout le monde. Et qu'il y a des gens, quand ils vont dire une bêtise, au contraire, la tête va se baisser, les mains vont se serrer, alors que chez d'autres, l'œil va s'allumer. Donc on a chacun une façon de s'exprimer gestuellement qui nous est propre. Selon les scientifiques, seule une personne de notre entourage serait capable d'interpréter avec précision nos expressions et nos gestes. Des gestes involontaires, pourtant commandés par notre cerveau. J'aimerais comprendre comment se construit toute cette gestuelle dans notre cerveau. Quelles sont les aires du cerveau qui sont impliquées dans la genèse, en quelque sorte, de ces mouvements de main, de ces grattements de nez, de ces regards, de cette posture du corps? Vraiment, il y a beaucoup de zones qui sont concernées. Il y a la zone du cortex moteur, il y a même plusieurs zones. Prenons un geste automatique, comme la marche. Elle est générée dans notre cerveau au niveau des aires motrices qui envoient à nos muscles le signal de bouger. D'autres gestes, comme écrire ou montrer du doigt, sont commandés par la zone du cortex préfrontal, zone du contrôle. Mais ces deux zones communiquent aussi avec l'hypothalamus, zone des émotions. C'est elle qui induit les fameux gestes involontaires, qui découlent donc bien d'une émotion ressentie. C'est cette émotion qu'Olga Sisko dit pouvoir détecter et interpréter. Selon nos caractères, on ne va pas réagir de la même manière. Mais les gestes veulent toujours dire la même chose. C'est-à-dire que si moi, je fais ce geste-là parce que je suis contente et que je suis fière, ça voudra dire toujours ça. Une analyse que ne partage pas notre professeur en sciences de la communication. Je pense qu'il faut en finir avec la surinterprétation. Je pense qu'à un moment donné, on peut se gratter parce que ça nous gratte, tout simplement. On peut croiser les bras parce qu'on a froid ou mal au ventre ou que sais-je encore. Mais je crois qu'on doit sortir de cette illusion d'une espèce de sens qui serait permanent, qui serait universel. Et je crois qu'effectivement, tiens, je viens de me gratter le nez d'ailleurs, et je suis pas certain que c'est un sens que l'on doive décoder derrière le fait que je vienne de toucher mon nez, qu'il y ait des intentions, qu'il y ait des émotions, voire une personnalité. L'analyse de la communication non verbale n'est donc pas une science exacte, mais bien une discipline basée sur l'interprétation, comme la graphologie par exemple. En aucun cas, on peut affirmer qu'une étude scientifique incontestable a prouvé que des micro-démangeaisons auraient un sens unique et universel. En fait, dans la gestuelle, on n'est pas dans les mathématiques. On est plutôt dans l'observation de l'humain et dans la compréhension de comment ça marche, comment ça fonctionne. Un avis finalement partagé par notre experte du langage des gestes. Lire la gestuelle, il ne s'agit pas de lire au travers des gens. Il ne s'agit pas de connaître la psychologie des gens ni le caractère des gens. Lire les gestes, c'est d'essayer de mieux comprendre les autres.
Alors pour mieux se comprendre, commençons déjà par nous écouter. La parole est le seul langage propre à l'homme, autant s'en servir. C'est ça l'innovation. C'est ça l'innovation, voilà, bien insister dessus. E-M6, c'est terminé. Rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, passez une très bonne soirée, sur M6 bien sûr. Au revoir.